On est ici à plus de 20 mètres sous la terre, il fait assez frais, environ 7 degrés. C'est ici l'endroit de la région où il y a le plus d'eau, où l'eau atteint son plus fort potentiel en énergie. Assez logique donc qu'au XVIIe siècle, on y ait construit des moulins hydrauliques pour y moudre du blé. Bonsoir Madame Calam. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au moulin souterrain. Alors expliquez-nous comment fonctionne cette machine de l'époque qui servait à moudre des céréales. Le meunier venait jeter ses céréales dans la trémie supérieure qui est au-dessus de nous, qui est le même mécanisme qu'on voit ici. Des céréales qui étaient plutôt de l'orge et de l'avoine que du blé, puisque le locle est à 900 mètres d'altitude, donc il fallait des céréales assez résistantes. Les céréales glissent de la première trémie dans la deuxième. Ensuite, elles vont être distribuées plus bas par ce tiroir mobile qu'on appelle un auget. Elles vont ensuite passer entre les deux meules. Donc un moulin se compose toujours de deux meules, une meule inférieure dormante, au-dessus la meule qui tourne qu'on appelle la meule tournante. Les céréales passent entre ces deux meules et le frottement des pierres va les ouvrir, en extraire la farine que le meunier va récupérer à l'étage au-dessous de l'endroit où nous sommes. C'est très ingénieux et très efficace. C'est très ingénieux, on pourrait croire que c'est tout simple. En fait, il a fallu beaucoup de siècles pour arriver à cette technologie et c'est heureusement extrêmement efficace. Et cette machine était utilisée régulièrement ? Très régulièrement, on avait beaucoup de moulins dans la région. Il faut savoir qu'à l'époque, le pain était la première ressource alimentaire. On estime qu'un adulte mangeait jusqu'à 800 grammes de pain par jour, donc vraiment la première ressource en glucides et en énergie. Donc c'était absolument indispensable. Facile donc à l'époque de savoir précisément d'où venait la farine du pain fabriquée toujours avec des produits de la région. Aujourd'hui, le pain local doit faire face à une forte concurrence des pains étrangers, bon marché, dont les importations ont explosé ces 10 dernières années et dont la provenance est toujours très discrète, comme on l'a constaté cet hiver. C'est l'heure bleue, l'heure des croissants dans cette boulangerie artisanale de Genève. Ici, le patron travaille avec des produits de la région et il partage volontiers son savoir-faire. Mais on en met partout. Voilà, on n'appuie même pas du tout en fait. Il faut avoir une souplesse dans le poignet. Ou en tout cas, il essaye. Et vous essuyez bien votre pinceau quand vous sortez du pot. Oh là là, pas de souplesse dans le poignet là. Le croissant. Pour lui, c'est à ça qu'on juge une bonne boulangerie. C'est aussi un symbole de l'industrialisation. La machine à rouler les croissants est l'une des premières à avoir été inventée. Comme son père et son grand-père avant lui, Eric Emery continue de rouler à la main. D'autres ont renoncé. En Valais, il serait 40%, estime le patron des boulangers du canton, dans une interview au Temps. Alors on a vu qu'on pouvait obtenir des croissants de cette qualité-là, avec du beurre, pur beurre, etc., pour 8 centimes d'euros. Et puis les miens, je les vends à 1,60 € et j'ai à peu près 12 centimes de bénéfice. Donc le rapport est complètement différent. Si vous le vendez à 1,60 € et que vous l'avez payé 8 centimes d'euros, quasiment sans infrastructure autour de vous, sans personnel, le gain est vraiment très intéressant. Et c'est bien ce qui inquiète le président des artisans boulangers genevois depuis plusieurs années déjà. En 2016, il le confiait aux caméras d'À bon entendeur. Nous, ce qu'on craint, c'est l'arrivée peut-être de boulangeries clés en main, livrées par des très gros industriels hors Suisse. 5 ans plus tard, c'est l'heure du verdict. C'est ce qui s'est passé ? Disons que les points de vente déjà installés se sont beaucoup mieux organisés. Ils se sont professionnalisés par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y a des très gros contrats qui se sont faits avec les entreprises importateurs de produits venant de l'étranger. Cette professionnalisation, on la retrouve dans les statistiques des douanes. Regardez plutôt. Les importations de pain ont augmenté de 66% en 10 ans pour atteindre près de 120 000 tonnes en 2017. Soit des milliers de poids lourds venus d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Autriche. À Berne, ces chiffres sont observés de très près. En tant que président des céréaliers suisses, représentant des meuniers et de pain suisses, Lorenz Hirt serait sans doute plus heureux si tout cela était produit dans notre pays. Il nous explique pourquoi il en va autrement.
Si vous importez un croissant, vous payez moins de frais de douane que si vous importez le beurre et la farine qui sont à l'intérieur. Et si vous produisez ce croissant en Suisse, avec des produits suisses ou même avec des produits importés, vous serez toujours plus cher que le croissant importé. Il estime que 25% du pain que nous mangeons est importé. En l'absence de chiffres officiels, nous décidons de contacter plusieurs grandes surfaces, stations-service et acteurs du surgelé pour connaître la proportion de produits étrangers dans leur assortiment. Tous déclarent des quantités très faibles, voire inexistantes. Nous montrons leurs réponses à notre interlocuteur. Les chiffres pour le commerce de détail me semblent plausibles. En ce qui concerne les stations-service, je suis surpris. Je pensais que c'était davantage. L'arrivée des hard discounters a joué un rôle dans l'augmentation globale. Ils vendent plus de produits importés que les commerces traditionnels, Migros, Coop, etc. C'est effectivement ce qui ressort de notre sondage. Jusqu'à 35% de produits importés chez Lidl, qui a accepté nos caméras, mais décliné notre proposition d'interview. Chez Aldi, c'est 20%. La majeure partie du pain est livrée surgelé dans le magasin, cuit au fur et à mesure et placé en rayon. Ici, le pain suisse est clairement mis en évidence, avec des labels qui garantissent son origine. Nous repérons aussi d'autres étiquettes sans information sur la provenance. Là, on a une baguette rustique campagnarde où il n'y a pas d'indication, pas de label. Elle vient d'où, cette baguette-là ? Tout à fait. Donc l'exemple de la baguette rustique, c'est la minimale partie de nos produits qui est importée parce qu'on choisit des articles étrangers mais qui sont fabriqués de manière traditionnelle dans des boulangeries authentiques pour respecter le goût et aussi la qualité. Mais là, le pays, il n'est pas indiqué. Pour quelle raison ? Le pays n'est pas indiqué simplement parce que cela n'est pas encore demandé. On pourrait évidemment produire ces articles en Suisse. Je veux dire, un croissant au beurre, ça se fait également en Suisse. Par contre, nous, on aimerait avoir des articles qui sont vraiment authentiques. Et puis, l'importance pour nous, c'est que le client retrouve également le goût de l'endroit d'où vient le produit. L'authenticité, ce serait donc ça. Nous allons le vérifier auprès de l'entreprise Chef Gourmet, qui fournit en pain les hôtels et les restaurants. Son directeur affiche sans rougir 65% de marchandises étrangères dans son assortiment, françaises surtout, pour le savoir-faire, mais aussi des prix abordables. Aujourd'hui, je travaille avec un super boulanger indépendant qui est en train de se lancer, qui est basé à Genève. Je serais ravi de vendre ces produits, mais économiquement, on n'y arrive pas. Les clients ne seraient pas prêts à payer. On arrive à 2 fois le prix. Les débats qui sont amenés au niveau politique sont souvent assez simplistes. C'est pour ou contre. C'est pour l'artisan contre l'industriel. C'est pour l'importé contre le produit local. Or, je pense qu'il peut y avoir des complémentarités. Ce qui est important, c'est que le client ait l'information. Et sur ce dernier point, notre artisan boulanger est bien d'accord. Car aujourd'hui, le client ne peut plus se fier à ses papilles gustatives. Les industriels se sont tellement améliorés que je dois vous dire qu'il y a des produits qui sont bons et qui ressemblent vraiment aux nôtres, aux artisans. Et là, c'est là que c'est le problème. Il y a 20 ans, c'était franchement dégueulasse. Mais aujourd'hui, ils ont quand même mis les moyens et tout. Et puis, ils arrivent à faire des bons produits. Alors, Éric Emery et d'autres se sont rendus à Berne pour faire du lobbying et obtenir l'obligation pour les commerces et les restaurants d'indiquer par écrit, à un endroit visible, le pays de production de la marchandise, y compris transformée, comme les sandwichs. Et ce pays est parfois plus lointain qu'on l'imagine. La Chine, CN, pour ses fonds de tartelettes vendus sur catalogue. La Thaïlande, pour ses cœurs coulants. Ou la Pologne, pour cette mini tresse au beurre.
Privilégier les transports courts, des céréales qui sont produites selon notre réglementation, qui n'ont pas été traitées au glyphosate peu avant la récolte, ce qui est interdit en Suisse, mais autorisé dans certains pays de l'Union européenne. Ce sont des sujets qui, je pense, intéressent les consommateurs et seraient mieux connus de tous avec une telle obligation. Juste informer le client. Quand vous allez dans un restaurant, la viande, vous avez la provenance. Le poisson, vous avez la provenance. Le pain, vous n'avez pas la provenance. Pourquoi? Maintenant, ça sera obligatoire. Enfin, bientôt. Effectivement, à Berne, l'affaire n'est pas encore tout à fait dans le sac. Mais l'espoir est grand d'éliminer bientôt toute possibilité de rouler le client dans la farine. Et bonne nouvelle pour les consommateurs, la transparence à l'étalage, c'est pour bientôt. Avec l'obligation d'inscrire le pays de production du pain, le Conseil fédéral doit présenter un projet de loi prochainement. Laissons le Conseil fédéral agir et partons retrouver notre invité. Il est à quelques kilomètres du Locle, mais bien loin de cette manière de produire. Pour lui, le kilomètre zéro est une évidence. Agriculteur, il cultive ses propres céréales. Il a décidé de mettre à profit sa matière première pour faire son propre pain. Je suis dans mon champ de blé Kamut d'origine égyptienne. Donc c'est un blé qui est très riche en oligo-éléments, en vitamines, et puis pauvre en gluten et très riche en protéines. C'est des blés non conventionnels, donc c'est des blés de variétés très anciennes qui sont très résistantes aux maladies, qui ont besoin de traiter. Donc vu que je suis en biologie, donc c'est vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Vous avez 15 hectares, donc j'imagine que vous avez déjà beaucoup de travail. Oui, les céréales, donc ça prend du temps en automne, le semis, et puis au printemps pour le désherbage, et puis un peu aux moissons. Voilà, mais autrement, le reste de l'année, ça pousse tout seul. Pourquoi avoir décidé finalement de vous rajouter du travail en créant cette petite boulangerie? Après, c'est aussi de se faire plaisir et de mettre en valeur ses propres céréales. Donc c'était un peu le but de ma boulangerie, c'est de produire, de moudre et de faire du pain. Au levain et au feu de bois surtout. Ce que j'appelle moi, c'est le kilomètre zéro, donc c'est de produire ici et de produire à 500 mètres et de travailler mes céréales vraiment au plus local possible et puis de faire profiter des gens vraiment 100% local. Mais là, ce n'est pas un métier, c'est 3 métiers différents. Vous avez dû réapprendre des métiers? Disons que j'ai fait un cours de boulangerie accéléré sur 3 jours, mais après la mouture, ça vient petit à petit, et puis les travailler les pâtes, ben, c'est au fil des jours, au fil des fois, ça réagit différemment aussi par rapport au temps, et puis je m'en sors pas trop mal pour le moment. Les clients sont contents. Et c'est très différent d'une céréale industrielle ou semi-industrielle? Disons que j'utilise que de l'eau et du levain, et puis de la farine, donc il n'y a rien d'autre qui est rajouté, quoi. Donc c'est vraiment 100% naturel, quoi. Alors cette petite boulangerie, c'était un rêve qui est devenu réalité cette année grâce à un crowdfunding. Je vous propose qu'on aille la découvrir. Mais avant, on s'offre un voyage sur la côte ouest des États-Unis. Là-bas, fini le bon vieux toast mou et sans goût. La Californie est en train de vivre une petite révolution dans l'art de fabriquer le pain. Un reportage d'Aviva Fried. Pendant longtemps, aux États-Unis, le pain, c'était ça. Du pain de mie industriel, bourré d'additifs et aux qualités gustatives qui laissent à désirer. Mais depuis quelques années, la révolution du pain a gagné le pays. Il est à peine 5 heures du matin, mais on s'active déjà dans ce quartier de Los Angeles. Zach Hall a toujours eu une passion pour le pain, alors il a décidé d'en faire son métier. Tout a commencé dans son petit appartement. La cuisine était comme une mini-boulangerie. On avait mis toute la farine dans le salon et l'immeuble entier avait une odeur de boulangerie. Sans aucune formation de boulangerie, Zach Hall façonne des miches et des baguettes. Sa spécialité, le pain au levain.
Ça a l'air super, non? Si beau. C'est notre pain blanc au levain. Vous pouvez voir toutes les bonnes choses dedans. Un argument qualité qui l'aide à convaincre les clients de changer leur point de vue sur le pain. La boulangerie, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été apprécié à Los Angeles ou dans beaucoup d'autres endroits. Mais elle a une histoire tellement riche dans le monde entier. Je pense qu'une fois que les gens viennent et goûtent, alors ils aiment ça. Aujourd'hui, Zag Hall emploie une soixantaine de personnes dans ses boulangeries artisanales. Sa boutique principale sert tous les jours des centaines de clients, même si les Américains consomment toujours près de 2,5 fois moins de pain que les Suisses. Je pense qu'aux États-Unis, il y a deux clans. Ceux qui ne mangent pas du tout de pain parce qu'ils sont keto, et puis ceux qui aiment le pain bien riche en gluten, ce qui est notre cas. Vous avez le complet aux noix et raisins secs, le sec danois, le pain pour sandwich. Une variété qui séduit de plus en plus. Les boulangeries artisanales se multiplient comme des petits pains aux États-Unis. Elles représentent désormais 30% des ventes de pain dans le pays. Pourtant, à 7 francs la miche en moyenne contre 1,80 franc la miche de supermarché, le pain artisanal reste un produit de luxe. C'est faire le choix de la santé, en fait. Peut-être que vous allez économiser 4 $ de pain maintenant, mais vous le payerez en frais médicaux plus tard. Le pain comme aliment santé, c'est la tendance aux États-Unis. À Fillmore, petite bourgade rurale à 1 heure de route de Los Angeles, le pain artisanal fait lui aussi recette. Mais dans ce magasin, on va encore plus loin. Ça, c'est du blé de Sonora. On le fait pousser dans la région depuis le XVIIe siècle. Du grain ancien, moulu directement dans l'arrière-boutique de l'établissement d'Andrea Crawford. C'est son fils Nathan qui est à la manœuvre au moulin. Quand nous moulons notre farine, l'intégralité du grain de blé se retrouve dans la farine. On n'enlève rien, on ne rajoute rien. C'est une farine extraite à 100%. C'est impossible à trouver. Vous devez le faire vous-même. Et nous ne trouvions pas non plus les différentes variétés que nous voulions utiliser, qui ont des caractéristiques spécifiques de goût et de texture. Les qualités nutritionnelles et le goût sont largement au-dessus quand vous moulez selon vos besoins. C'est beau. C'est du blé complet. C'est du blé dur. Vous voyez cette belle couleur jaune? Ça fait du pain très jaune. Cette farine moulue maison, Andrea Crawford en fait ensuite du pain et des pâtisseries qu'elle vend dans la boutique de produits de sa ferme et sur les marchés, où elle parvient à convaincre les plus récalcitrants. Vous voyez comme c'est doré? Celui-là, vous pouvez le donner aux enfants ou aux clients qui croient qu'ils n'aiment pas le pain complet. Elle vend aussi de la farine pour les boulangers en herbe. Mais avant que les États-Unis ne deviennent véritablement un pays de pain, il a fallu surmonter la mode du régime sans féculents ou les allergies au gluten. Tout cela a ralenti la révolution du pain, jusqu'à ce que les gens commencent à manger le pain complet au levain. Je pense que c'est vraiment ça qui est à l'origine de la révolution, s'il y en a une. Les gens ont vu qu'ils pouvaient manger ce pain sans se sentir mal. Et puis une seule tranche vous suffit, c'est un grand apport nutritionnel. Vous n'avez pas à manger une baguette entière. La pandémie a révélé des vocations de boulangers dans le monde entier et aux États-Unis, certains ont décidé de sauter le pas. Direction San Francisco, une des villes les plus cosmopolites du pays. Pas étonnant donc qu'on y retrouve un institut de boulangerie à la française. Même si nous faisons un pétrissage intensif, où la structure du gluten sera complètement développée, nous ferons encore les 5 ou 6 premières minutes à vitesse 1. Aujourd'hui, les élèves de cette classe s'initient à la confection de baguettes. Sous la houlette du français Stéphane Barbiero, ils apprennent les trucs et astuces nécessaires pour recréer ce pain mythique. Il faut beaucoup de force pour étirer la pâte. La baguette que nous pétrirons lentement, ce sera le contraire, avec une pâte qui manque d'élasticité mais qui est très extensible.
Le fondateur de l'Institut de boulangerie de San Francisco, c'est Michel Suas, un boulanger breton installé aux États-Unis depuis 35 ans. Pour lui, la caractéristique des amateurs de pain américain, c'est la curiosité. Ils ont pas honte d'essayer des farines un peu spéciales ou des méthodes un peu bizarres. Et ce qui pour moi, c'est très amusant et très intéressant parce qu'on ne suit pas une discipline très stricte, donc on se retrouve avec des produits qui sont extraordinaires, donc avec des goûts vraiment uniques. Je roule la baguette d'avant en arrière, du bout des doigts à la paume de ma main. Dans la salle de cours, l'heure est venue de former sa baguette. Certains élèves sont des particuliers venus améliorer leur savoir-faire maison. Non, n'appuyez pas trop. Mais James Hogan, qui est ici avec son père, a une autre ambition, ouvrir sa propre boulangerie. J'en ai assez d'être devant un ordinateur, ce qui est mon travail actuellement. Je veux juste travailler avec mes mains. C'est quelque chose que vous pouvez partager. C'est cette joie quand vous le sortez du four. Tout le monde aime le pain, ça sent bon, ça a bon goût. C'est délicieux et chaud. Les baguettes sont ensuite enfournées. 21 minutes plus tard, les apprentis peuvent admirer leur travail. Verdict. C'est du pain qui a du caractère. Du pain avec du caractère, c'est ce qui se vend, c'est ce qui se vend. La passion des Américains pour le pain artisanal semble condamner le pain en tranches aux oubliettes. Pas si sûr pourtant. Retour à Los Angeles, et plus précisément à Grand Central Market, l'un des endroits les plus prisés des gastronomes californiens en quête de goûts variés. Nichée entre les stands de tacos et les vendeurs de piments, cette petite boutique s'est spécialisée dans les sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture, un grand classique aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous êtes petit, le sandwich cacahuète confiture, c'est petit déjeuner, déjeuner, goûter et même dîner. Chez moi, il y en avait toujours. Les versions vendues par Jimmy Franklin et ses associés sont des déclinaisons de ce produit phare pour séduire un public plus branché. Ça, c'est confiture de pommes amère et bourbon avec un beurre de pécan salé. On a aussi le super aliment, beurre d'amande aux éclats de cacao avec confiture de goji, açaï et myrtille. Mais une chose ne change pas, le pain. Tout simple, en tranches, sans fioriture, un plaisir régressif. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est le souvenir de la première chose qu'ils ont mangée. Quand vous prenez vos premières bouchées, ça a du goût, mais c'est aussi doux et moelleux. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de garder le pain blanc. On s'est dit, on va faire quelque chose de moelleux, comme quand on était petit. Le pain en tranches, tellement ringard qu'il en revient à la mode. C'est tout le paradoxe d'une révolution américaine du pain, un secteur qui, dans le pays, pèse près de 140 milliards de francs. Alors, Monsieur Perriard, on vous retrouve dans ce petit atelier qui sort le neuf. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à apprendre dans cette activité? C'est de maîtriser déjà le feu, parce que si le four n'est pas assez chaud, vous n'avez pas une belle croûte dorée, votre pain va rester blanc, quoi. Donc au départ, mes pains étaient blancs, quoi, les premiers. Ou brûlés? Non, j'ai jamais brûlé encore. Et puis après, c'est de faire la mouture, donc c'est de savoir travailler la finesse du grain et puis de la farine, quoi. De faire un peu les bons mélanges. Alors on a entendu dans le reportage, le commerce du pain aux États-Unis pèse 140 milliards de dollars. On est à peu près dans les mêmes chiffres, avec quelques zéros au moins ici. Vous faites environ 140 pains par semaine. Oui, à peu près. Je fais 2 fournées, je fais le mardi et le jeudi. Mon but, c'est de le vendre le soir. Comme ça, les gens, quand ils rentrent du travail, ils ont du pain frais aussi. Et puis, pas devoir travailler la nuit. Et vous le vendez combien? Je le vends entre 10 francs et 14 francs le kilo. C'est pas forcément bon marché en comparaison, évidemment, au pain industriel, nettement meilleur marché.
Après, mes farines, c'est des épeautres, petites épeautres qui produisent la moitié, voire 3 fois moins que le blé conventionnel. Le prix est différent par rapport au rendement. Et puis, il me faut quand même 12 heures pour produire, que ce soit 10 pains ou 100 pains, il me faut 12 heures de travail. Alors, je vous ai amené une baguette. Oui. Dites-moi ce que vous pensez de ce pain. Esthétiquement, tout, hein. Esthétiquement, il a de l'allure. Après, le goût, ça dépend de la céréale avec quoi c'est fait. Et puis, ça vous vend pas du rêve, ça, quand on l'ouvre? C'est pas le genre de pain que vous aimeriez faire? Après, je suis pas très pain blanc, donc c'est pas le but. Le pain blanc, il n'est pas nourrissant parce qu'il est raffiné au maximum. Vous enlevez tous les nutriments avec la mouture. Donc moi, je fais des farines complètes, voire bises. Donc après, je fais encore des mélanges. Donc j'essaye d'être au plus complet possible et puis que le pain soit nourrissant et puis qu'il tienne au ventre et puis voilà. Merci, alors bon courage pour ces débuts. Merci beaucoup.